François Molins, en 2015, on s'en souvient, vous êtes devenu le visage qui rassurait les Français, ou en tout cas qui leur parlait les soirs de drame. Vous avez incarné la justice face à la folie meurtrière des terroristes. Quelle est, presque 6 ans après, l'image qui vous reste, s'il y en avait qu'une ? Des images évidemment très dures. Je pense que, je dirais deux, les images des corps sur les terrasses des cafés et puis surtout la fosse dans le Bataclan. Comment on arrive dans ces moments-là à prendre la distance nécessaire, la distance indispensable liée à votre fonction ? Comment on fait pour... Je pense passer le temps de l'émotion en s'investissant totalement dans l'exercice professionnel qui est le sien. Ouais. On sait qu'il y a un tas d'enjeux très importants qu'il va falloir relever de façon simultanée et on est dans son office et finalement on fait le vide. On essaie d'oublier tout ce qu'on a vu pour se consacrer à effectivement relever ces enjeux et exercer ses responsabilités. On a tous en tête ces images où vous apparaissiez à la télévision en direct sur les chaînes d'infos, vous donniez des nouvelles, des informations, tout le monde était très demandeur. Comment ils sont nés ces points ? C'est la première fois qu'on vivait ça. C'est vous qui avez décidé à un moment de dire il faut parler, il faut expliquer. Comment ils sont... Moi, j'avais compris avec l'affaire Mera à l'époque que la couverture, les attentes de la société et qui se traduisaient par la couverture médiatique avaient véritablement explosé. Je m'étais trouvé à Toulouse, à l'affaire Mera, avec peut-être 300 ou 350 journalistes. Donc c'est quelque chose que j'avais perçu. Et sur les grands attentats, Charlie Hebdo, Hypercacher, 13 novembre, il était évident qu'il y avait un besoin absolument massif et, à mon sens, tout à fait légitime des gens d'être informés, mais d'être informés de façon très objective, rigoureuse, responsable. Et ça, il n'y a qu'un procureur qui pouvait le faire, puisque la loi lui donne le monopole de la communication en matière judiciaire, pour parler des enquêtes. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on a ressenti, qu'on a tout de suite intégré, qui est devenu vraiment une partie du cœur de métier. Et vous êtes arrivé d'être rattrapé, vous aussi, comme, par la colère, comme nous tous, finalement, ou pas ? Oh, bien sûr. On peut toujours être rappelé. Moi, j'ai beau vieillir, je pense que j'ai toujours gardé ma capacité d'indignation. Ouais. Je pense même qu'elle a augmenté avec le temps. Et c'est vrai qu'à certains instants, on peut ressentir de la colère, mais il ne faut pas que ça vienne fausser le jugement. Ouais. Et le travail avec les journalistes se passait, entre guillemets, en bonne intelligence ou pas ? Comment ça s'organise ? Oui, parce qu'évidemment, on veut toujours en savoir plus, surtout dans ces moments-là. Les médias sont effectivement dans une quête qui consiste à toujours en savoir plus et ont quand même toujours la tentation de vouloir faire l'enquête en direct. Nous, ça s'est, je dirais, relativement bien passé à l'égard, bien sûr, à l'exception, bien sûr, de certains dysfonctionnements qui ont pu parfois conduire à donner des informations trop tôt, des informations inexactes, avoir des fuites dans la presse. Mais nous, on a essayé de rester dans notre office, qui était celui de ne pas céder à la tentation de l'immédiateté, de s'attacher à donner, à travers les points presse, qu'on a organisé des informations qui étaient rigoureuses et vérifiées. Et je dirais que ce qu'on a surtout essayé de chercher à éviter, c'était le piège de l'hystérie. Parce que je pense qu'on devait effectivement quelque chose de sérieux, d'objectif et de rigoureux à l'ensemble de nos concitoyens. Quelque chose de sérieux, de rigoureux et d'objectif, c'est ce que va tenter d'être à partir de demain ce procès géant qui s'ouvre à Paris. Qu'est-ce qu'il faut attendre d'un procès comme celui-là ? Alors, il y a un enjeu majeur pour la justice. D'abord, bien sûr, de montrer sa capacité à juger ce type de procès, un procès hors norme. Ce qu'on peut en attendre, et je pense que le dossier présente tous les atouts. Il y a d'abord la dimension manifestation de la vérité, faire en sorte que tout le monde, et notamment les victimes et familles de victimes, comprennent ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, comment ça a pu se passer. Il y a un deuxième objectif, je dis souvent, qui est celui de permettre aux victimes qui voudront venir à l'audience ou qui voudront écouter avec ce code web, de se reconstruire et de renforcer leur résilience. Il y en a qui en ont besoin et j'espère que le procès leur apportera quelque chose là-dessus. Et puis enfin, il y a peut-être un objectif plus social et national. Moi, je pense que ce procès doit aussi servir à la construction d'une mémoire collective qui intègre ces tueries de masse. Ça renvoie tout le travail qui se fait dans le cadre du musée mémorial. Et effectivement, qui affiche haut et fort les valeurs de la société dans laquelle nous vivons, à savoir dignité et humanité. Mais François Molins, le gigantisme de ce procès, il va durer 9 mois, il y aura 1800 parties civiles. Est-ce qu'il ne risque pas de le déshumaniser finalement ? Non, je ne crois pas. Non. Mais moi, là-dessus, je fais toute confiance aux magistrats et aux avocats mais je pense qu'il ne sera pas déshumanisé. Ne serait-ce déjà avec la part qui est faite, si j'ai bien compris, dans la construction de l'audience, aux auditions des victimes et des parties civiles.
Si vous aviez Salah Abdeslam, qui sera donc le seul rescapé du commando terroriste en face de vous, vous lui diriez quoi? Je ne sais pas d'abord... Vous l'avez jamais rencontré? Je ne l'ai jamais rencontré. Ouais. Je ne suis pas sûr d'en avoir très envie. Je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'aurais peut-être une inspiration. Je ne sais pas. Vous allez témoigner lors de ce procès? Oui, oui. Ouais. Vous allez y aller pour raconter oui, quoi? Oui, en fait, je vais y aller. Qu'est-ce que vous avez apporté à ce procès, vous? J'imagine déjà que si j'y vais, c'est un office de témoin un peu particulier, parce qu'il n'est pas question que je porte un jugement sur la valeur des accusations qui sont portées contre les accusés. Ce n'est pas mon travail, c'est celui de l'accusation. Je pense que c'est plutôt un office je ne veux pas me monter la tête, mais c'est plutôt un office de grand témoin qui va consister à expliquer tout ce que j'ai vu, tout ce qu'on a fait avec mes collègues, pourquoi on l'a fait, les choix qu'on a faits, et puis les enseignements qu'on peut tirer effectivement de tout ce qu'on a vu en termes de bon fonctionnement ou de dysfonctionnement, parce que c'est vrai qu'il y en a eu quelques-uns. Est-ce que vous pensez que dans un procès comme celui-là, quand il y a une telle émotion, un tel traumatisme collectif, c'est un procès cathartique en quelque sorte, oui. où c'est vraiment, où il y a encore de la place pour la présomption d'innocence? Non, il y a de la place pour les deux. Je pense que la présomption d'innocence doit être respectée, parce que ces accusés, quoi qu'ils aient fait, ils doivent bénéficier des droits de tout un chacun. Ça, c'est tout à fait normal et obligatoire. Et je crois aussi beaucoup à l'effet cathartique. Et j'espère que ça pourra apporter quelque chose à toutes les victimes qui seront là. Vous avez peur du terrorisme, vous, aujourd'hui? Oui, toujours. Ouais. Je pense que c'est pas derrière nous. C'est pas derrière nous? Non. Et vous pensez que des opérations, Laurent Nunez était là hier, des opérations comme celles qu'on a vécues, on pourra peut-être en revivre, ce genre de cauchemar, ça pourra revenir? Vous avez l'impression qu'on n'a pas fait de progrès suffisant pour se dire ouf, on est à l'abri? On a fait beaucoup de progrès, mais on ne peut pas pour autant dire qu'on est à l'abri, parce que la menace terroriste, elle est aussi fonction de grands enjeux, de la situation géopolitique d'un tas de pays, de la place de la France en termes de cible dans tout ça. Donc moi, je souhaite à personne le renouvellement de ce genre de choses. Mais on ne peut pas, par principe, dire qu'il y a effectivement toujours un risque terroriste. Aujourd'hui, c'est sûr que Daesh a moins la capacité de projeter ce genre de terroriste. La menace a évolué, mais la menace, elle est toujours là. Elle est toujours là. Et vous y pensez, vous, à ces attentats 2013 ça vous occupe l'esprit encore aujourd'hui? Ça revient régulièrement. De quelle manière? C'est des cauchemars? Vous aussi, vous êtes soumis à ça ou pas? Ça peut m'arriver, oui, ça peut m'arriver, mais c'est vrai que ça revient régulièrement. François Molins, je voudrais terminer par une question un peu décalée. Il était flic ou voyou, il a donné, paraît-il, sa vocation à de nombreux policiers. Il a eu affaire à la justice dans ses films. C'était qui pour vous, Jean-Paul Belmondo? C'est quelqu'un qui a marqué, des générations de Français, qui faisait vraiment partie du paysage. Tout le monde a vu ses films. Il fait vraiment partie du patrimoine national. Il n'a pas dû vous aider beaucoup pour la justice, parce que lui, il s'affranchissait un peu des règles quand même. Non, mais... Dans ses films, Bien sûr. Merci beaucoup, François Molins, d'être venu ce matin, en direct dans Télématin. On suivra évidemment ce long procès qui va durer environ 9 mois. Merci à vous.